Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ces trois leaders-là, puis de ce qu'ils sont en train de faire pour le climat. Perdons pas de temps, OK? Le 23 septembre dernier, Donald Trump est devant l'Assemblée générale des Nations unies, puis sur les changements climatiques, il déclare que c'est la plus grande arnaque infligée au monde. But we're not letting this happen in America. In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Moi, je me demande, avec des déclarations comme celle-là, est-ce qu'on s'en va directement dans un mur? Dans cette vidéo-là, je vous propose de faire un tour d'horizon sur les dernières décisions qui ont été prises par non seulement le leader aux États-Unis, mais ici au Canada et au Québec. Parce que quand on s'y attarde concrètement, ça peut quand même faire peur. Ce sont des décisions qui sont prises pour en ce moment, sans nécessairement penser à notre planète plus tard. Puis pour parler de ce sujet-là, il faut jeter les bases correctement en parlant de populisme. On voit justement des partis politiques qui instrumentalisent l'enjeu climatique en faisant cette opposition entre des élites qui nous disent quoi faire et le peuple que nous, on représente. On voit cette montée au Québec, au Canada et aux États-Unis. Ça veut dire qu'on va adopter des positions qui s'opposent aux différentes à ce qu'eux, ils appellent les différentes élites de la société, que ce soit les élites politiques, que ce soit les élites académiques ou que ce soit les élites au niveau du journalisme. Alors pour eux, ils vont opposer ces élites-là au peuple, que eux se disent être les vrais représentants. Le problème, c'est que on a besoin de toutes ces personnes-là, que ce soit les élites journalistiques qui font un travail de garder notre gouvernement in check. Donc, ils font un travail très important de garder nos gouvernements honnêtes. On a besoin des élites académiques parce que ce sont eux qui vont nous aider à bâtir toutes sortes de politiques publiques qui sont efficaces, qui sont bonnes pour la société, notamment au niveau climatique, mais aussi au niveau fiscal, au niveau de la santé. Et bon, on a besoin de nos élus qui représentent et on espère d'avoir des élus qui vont vraiment représenter le peuple, mais sans avoir à démoniser ces autres de la société qui sont vraiment importants. OK, commençons par parler des États-Unis, parce que chez nos voisins du Sud, il y a quasiment des déclarations sur les changements climatiques à tous les jours. Puis il n'y a pas juste un désengagement envers le fait de prendre des initiatives vertes, mais il y a carrément un déni que les changements climatiques existent. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Dans un courriel envoyé le 26 septembre aux employés puis obtenu par le média Politico, le département américain de l'énergie a demandé à ses employés d'éviter d'utiliser certains mots, notamment changement climatique, vert et durable dans ses communications publiques. D'autres termes que les fonctionnaires doivent abandonner incluent transition énergétique, énergie propre ou sale, empreinte carbone, CO2 et allègements fiscaux, crédits d'impôt, subventions. Bon, le département a démenti la nouvelle, mais c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, en fait, les termes changement climatique ont complètement disparu des sites du gouvernement. Même chose pour plusieurs pages web, des sites scientifiques, des sites qui comprenaient des données, pouf, disparues du jour au lendemain. Une des premières actions du gouvernement de Donald Trump, ça a été de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Quelque chose qui avait déjà été fait dans son précédent mandat. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Et là, cette nouvelle décision-là va entrer en vigueur en janvier prochain. Aux États-Unis, on a un leader qui est ouvertement populiste et ouvertement négationniste du climat. C'est un leader qui a un agenda Project 2025, qui est vraiment leur œuvre qui guide le gouvernement ouvertement. Et c'est un projet qui vise à démanteler la politique environnementale aux États-Unis et fait en sorte que le gouvernement devienne un instrument des industries fossiles et des industries polluantes. Il y a un site qui recense toutes les décisions considérées comme étant destructrices pour le gouvernement de la part de Donald Trump. Ça s'appelle Climate Action Campaign, qui publie le Trump Tracker pour vraiment garder en tête toutes les décisions qui sont prises par l'administration à la Maison-Blanche en ce moment.
Là-dessus, on retrouve une liste de toutes les choses qui peuvent nuire à la protection de l'environnement, des coupures de fonds, coupures de postes, des nombreuses fausses déclarations et des menaces. On peut retrouver les événements dont je viens de vous parler, mais aussi tout plein d'autres événements qui ont eu lieu au cours des derniers mois. La liste est comme à l'infini, quasiment. Ici, au Canada, en ce moment, je me demande comment on peut se définir en termes de changement climatique à l'heure où on se parle. À la fin du mandat de Justin Trudeau, il y a le réseau Action Climat qui a dressé un bilan quand même assez positif du règne de Justin en disant qu'il n'y a jamais aucun premier ministre qui en a fait autant pour l'environnement, même si ce n'était pas jugé assez. Il a fait adopter, par exemple, la première législation climatique au pays, mais depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney, les choses ont quand même viré le bord, là, disons-le poliment. Au Canada, on a plutôt un leader qui est possiblement un des leaders au monde qui s'y connaît le plus sur la question climatique, Mark Carney. Malheureusement, il est aussi victime de cette montée du populisme et de cette force qui vient un peu éroder les politiques climatiques. Et lui, justement, il a été victime de ça et clairement, ça se voit. Il a été élu notamment parce qu'il a voulu sabrer la taxe sur le carbone qui était, au fait, le slogan du Parti conservateur qui, lui, justement, avait adopté des positions populistes. Ce que l'expert est en train de dire, c'est qu'on aurait pu croire que Mark Carney pousse le dossier environnement encore plus loin, puis nous place dans une bonne position à l'échelle de la planète parce que Mark Carney a vraiment un CV en environnement qui est assez notoire. Dans sa carrière, il a notamment été envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique puis conseiller de l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, sur le même sujet. Mais il ne fallait pas s'emballer trop vite parce que rapidement, Mark Carney a mis la hache dans plusieurs projets environnementaux que son prédécesseur, Justin Trudeau, avait mis en place. On comprend que les priorités de Mark Carney, c'est clairement l'économie, l'énergie, la défense, puis l'environnement, c'est assez en deuxième rang, là, pour pas dire 3 puis 4e. Parce qu'en plus de ramener la taxe carbone à zéro, il a aussi nommé Dawn Farrell au poste de première dirigeante du bureau des grands projets. C'est qui Dawn Farrell? C'est l'ancienne présidente et chef de la direction de Trans Mountain Corporation, la compagnie qui gère le réseau de pipelines qui transporte le pétrole de l'Alberta à la côte ouest. Donc là, il y a certains environnementalistes qui questionnent la position puis l'impartialité de cette personne-là quand on pense à l'industrie pétrolière et gazière. Et même s'il n'y a encore aucun grand projet lié au pipeline qui a été annoncé, Mark Carney se garde quand même de démoniser les énergies fossiles. Il a assoupli les règles environnementales instaurées par Justin Trudeau pour la mise sur pied de ces grands projets. Même qu'au début octobre, il a abordé la question de Keystone XL, un pipeline qui relierait l'Alberta au golfe du Mexique, un dossier qu'il a abordé avec Trump, donc il pas fermé à l'idée. Puis le gouvernement a adopté sa fameuse loi C5 qui lui permet de contourner les réglementations environnementales pour accélérer la mise en place de gros projets. Ça a beaucoup été contesté par des groupes environnementaux puis des communautés autochtones. J'ai maintenant un co-animateur. Il y a aussi l'engagement de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est dans l'accord de Paris. Puis on n'est plus sûr que ça tient pantoute. La ministre de l'Environnement doit faire le point prochainement, mais on ne sait pas quand, puis ça regarde quand même assez mal, là. Il y a un rapport publié en juin dernier qui conclut que le Canada éprouve des difficultés à respecter ses engagements en matière de développement durable. Et Mark Carney a aussi annulé l'exigence d'électrification pour les constructeurs automobiles. J'ai posé plusieurs questions au cabinet Carney sans nécessairement avoir des réponses, puis j'avais laissé 2 semaines pour me répondre. Alors... Mais entre-temps, gang, le budget fédéral est sorti. Puis là, je vous parle pendant qu'on est en train de faire le montage, mais c'est parce que là-dedans, on coupe dans un programme visant à planter 2 milliards d'arbres au pays. On coupe aussi dans des subventions pour l'achat de véhicules électriques, entre autres. Puis là, j'ai pu parler au ministre des Finances pour essayer de comprendre. Je veux qu'on parle des jeunes dans ce budget-là. Je voudrais savoir, d'entrée de jeu, si vous êtes un jeune de 27 ans comme moi, est-ce que vous regardez ce budget-là, vous dites « Waouh, on a bien pensé à moi dans tout ça », tu sais? Moi, je dirais que oui, parce que c'est un budget pour l'avenir. Tu sais, si on fait des investissements, comme on sort d'investissement, ce qui compte, c'est le temps. Donc, si on investit maintenant, c'est vraiment les prochaines générations qui vont bénéficier. Tu sais, quand on parle d'infrastructure, tu sais, c'est des choses qui vont être avec nous pour les décennies à venir. Quand on parle, par exemple, du logement, ça, c'est important parce que les jeunes, moi, en tout cas, quand les jeunes m'interpellent dans la rue, ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est de trouver un logement abordable. Quand on parle d'assurer la souveraineté, la défense du Canada, c'est important parce que je pense qu'on est on est tous attachés à notre pays. Puis après ça, quand on parle de compétitivité, productivité, c'est que ce qui est arrivé, Alexandre, au cours des dernières années, c'est que le Canada est devenu un peu moins compétitif. Puis ça,
c'est un peu dangereux parce que si tu laisses ça aller trop longtemps, notre niveau de vie va descendre. Alors, c'est important. Tu sais, ce qui compte en investissement, c'est le temps. Donc, si on investit maintenant, c'est vraiment vous autres, les prochaines générations, qui vont en bénéficier le plus. Puis, je pense que c'est important de changer le cap. Parce que là, ce qu'on dit finalement, c'est qu'on va dépenser moins pour investir plus. C'est-à-dire que quand tu vas à l'épicerie, tu dépenses. Quand tu achètes une maison, tu investis. Et là, ce qui arrivait, c'est que le gouvernement empruntait pour les opérations courantes. Ça, on dit on va arrêter ça à partir de 2028-2029. Puis quand on va emprunter, ça va être pour créer de la richesse collective. Parlant d'un recul sur les voitures électriques, il me semble qu'on a déjà entendu ça récemment, et oui, par le gouvernement provincial. Le 26 septembre, le gouvernement Legault annonce que l'interdiction de vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035 était repoussée à, on ne sait pas quand, peut-être jamais. Le cabinet du premier ministre m'a écrit on maintient le cap sur l'électrification des transports. La cible de 100 % de véhicules zéro émission est remplacée par 90 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2035. Donc, bref, on garde des cibles hautes, mais on n'obligera plus le tout, comme c'était prévu. Cette annonce-là, elle a été faite par le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drinville. Oui, le même gars qui avait déclaré ça. Fait que lâchez-moi avec les GES. Vous comprenez que ça en laisse plusieurs un peu sceptiques face à ce nouveau rôle que Bernard Drinville a à l'environnement. Surtout que depuis son arrivée en poste, il y a une centaine de postes qui ont justement été coupés au sein du ministère de l'Environnement. C'est il y a quelques semaines à peine. J'ai lancé le cabinet du PM Legault pour justement avoir des réponses concernant ces coupures de postes-là. Puis on m'a juste dit que le monde a changé, le système est à bout de souffle, on doit revoir nos façons de faire, s'attaquer à la bureaucratie, puis il faut réduire la taille de l'État pour améliorer son efficacité. Donc c'est comme ça qu'on justifie les coupures de postes massives en environnement. Le premier ministre Legault, en 2022, lors de sa réélection, il disait vouloir accélérer la transition énergétique puis décarboner le Québec. Aujourd'hui, son discours, c'est plutôt que le Québec ne peut pas être le seul État à faire des efforts en Amérique du Nord. Puis bref, on peut pas être tout seul à lutter contre les changements climatiques. C'est comme ça qu'il justifie son va-et-vient dans certaines décisions. Au Québec, c'est différent. On a plutôt un parti qui essaie de survivre et qui, au fait, adopte une posture populiste qui n'est pas sympathique au climat, mais parce qu'il essaie de récupérer un électorat que lui croit que c'est ce qu'il a besoin pour se faire élire. Et en ce faisant, il adopte une posture qui n'est pas du tout celle d'un leadership pour le climat. Après son remaniement ministériel, François Legault a déclaré ceci. On est tous d'accord pour protéger l'environnement, mais on ne peut plus bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. Il faut dire que le discours au Québec en ce moment est assez semblable à Ottawa, c'est-à-dire efficacité, efficacité, on va couper dans certaines normes. C'est sûr que les leaders se défendent en disant non, on ne coupera pas trop, l'environnement c'est important, mais ultimement, je veux dire, ils passent des lois en ce moment, puis ils essayent de légiférer pour avoir le moins possible de normes environnementales dans leurs pattes. Il y a une vision ici qu'on pourrait adopter. Il y a une vision de dire que surtout au Québec, au Canada, on sortirait gagnant de la transition. On est dans les pays qui pourraient vraiment sortir gagnant de la transition. Au Québec, c'est vraiment évident. Alors, au Québec, c'est incompréhensible, les reculs en matière d'environnement. L'argent du pétrole qu'on dépense au Québec, elle sort du Québec. L'hydroélectricité, donc si on électrifiait tous nos transports au Québec, on sortirait gagnant. C'est de l'argent qui reste ici. Alors, c'est vraiment un non-sens. Au Québec, par exemple, de reculer sur les politiques climatiques, c'est un non-sens environnemental et économique. Mais aussi au reste au Canada, il y a énormément... La transition énergétique va créer beaucoup plus d'emplois que des emplois vont être perdus. Alors, on a tout à gagner d'être à l'avant-plan de cette transition-là. Alors, ce qui manque ici, c'est au fait de vendre cette vision-là que environnement et économie vont main dans la main. Et honnêtement, là, si on avait des politiciens honnêtes qui avaient un vrai leadership, on comprendrait que ne pas agir pour le climat, ça va coûter beaucoup plus cher que d'agir pour le climat. L'inaction va coûter vraiment beaucoup plus cher à la société. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? Parce que c'est la jeunesse. On ne veut pas nécessairement se ramasser, nous, avec toutes ces décisions-là qui sont prises en ce moment, oui, avec un contexte économique difficile, mais ultimement, la planète continue de tourner, là.
c'est sûr qu'on est en train de bafouer leur droit à un environnement stable. Et un environnement stable, ben, c'est comme une condition nécessaire pour avoir toutes sortes de droits, comme ben, les droits les plus fondamentaux, comme les droits à la subsistance ou le droit à la sécurité. Alors, on est en train de bafouer les conditions qui sont nécessaires pour le maintien de ces droits-là. Mais plus loin que ça, on est en train de dire à notre jeunesse que ben, ils vont vivre dans une planète radicalement différente. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que les chaînes d'approvisionnement vont rester en place parce qu'elles ne vont peut-être pas rester. Ils ne peuvent pas s'attendre à une stabilité de la démocratie parce qu'elle sera peut-être plus stable. On va essayer de se laisser sur des voix positives parce que partout dans le monde, justement, il y a des voix qui s'élèvent. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, oui, au même moment que Donald Trump avait déclaré que les changements climatiques, ça n'existe pas vraiment, le secrétaire a exhorté les nations à continuer de se mobiliser. Il a affirmé à ce moment-là que c'est encore le temps de poser des actions pour limiter la hausse des températures d'ici la fin du siècle. La prochaine grande conférence sur le climat, la COP30, va se dérouler en novembre au Brésil, donc ça arrive sous peu. Ça va être justement l'occasion pour plusieurs pays de faire le point sur les accords de Paris et leurs échéances. Et bref, peu importe que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, la communauté scientifique est quand même loin de se taire. Il y a vraiment plusieurs voix qui s'élèvent. Sur la scène fédérale, des députés libéraux ont formé un comité pour discuter des questions environnementales parce qu'ils trouvent que Carney en parle pas assez. Puis il faut se rappeler qu'on a la chance d'être dans des démocraties, donc si l'environnement fait partie de vos priorités puis que ça vous inquiète, ben vous avez la chance de pouvoir en parler quand il y a des sondages, quand c'est des jours d'élection, ben si c'est dans vos priorités, il faut le faire savoir. Puis je vais vous laisser justement sur des données comme ça parce qu'on était en plein cœur d'une campagne municipale et justement 8 personnes sur 10 disaient qu'ils aimeraient que les élus en fassent plus pour l'environnement. Mais dans un sondage léger où on parle plutôt du gouvernement fédéral, ben seulement 4% des répondants ont désigné l'environnement comme l'enjeu majeur auquel le Canada est confronté. Fait que c'est comme pas clair si c'est la priorité du monde ou pas, mais visiblement c'est pas nécessairement la priorité des 3 leaders auxquels on s'est attaqué aujourd'hui. Vous, est-ce que ça fait partie de vos priorités? Moi, ma priorité, c'est que mon chien me laisse tranquille quand je filme, ce qui est pas le cas actuellement. Abonnez-vous! Dis-leur de s'abonner, au moins il fait quelque chose. Rafi, dis bye-bye!